Mes chers compatriotes d'Algérie, mes chers frères algériens, bonsoir à vous tous. Je suis désolé pour les conditions d'enregistrement, elles sont vraiment moyennes, il n'y a pas d'assistance. Donc après les manifestations qui se sont produites récemment et celles qui suivront certainement, donc nous souhaitons apporter plus d'éclairage à la situation extrêmement dangereuse que vit notre pays. Donc, pour nous allons révéler d'autres informations que nous avons suspectées en 2015. La situation est extraordinairement complexe, mais ne vous inquiétez pas, nous allons essayer de fournir des explications très simples à ces problématiques très difficiles à démêler. Et bien sûr, c'est toujours dans l'espoir de maintenir la paix et de renforcer la fraternité et d'éviter à notre pays d'aller vers le déluge. Donc, avant d'y aller sur les sujets, nous allons essayer de mettre en perspective la situation qui prévaut en Algérie et en Afrique du Nord. Donc, la situation qui prévaut de l'intérieur des manifestants, au milieu de la masse, etc., quand nous n'avons pas suffisamment de distance, nous n'apprécions pas réellement. Même si nous ne sommes pas avec vous physiquement, de cœur, nous y sommes. Donc, nous allons essayer de voir un petit peu certains facteurs, mais rapidement. Donc, quand nous utiliserons des approches qui vous paraîtront contradictoires, assez complexes, vos réactions seraient compréhensibles. Bien sûr, nous nous attendons à être lynchés. Et donc, pour ce lynchage. S'il y a lynchage, bien sûr. Pour nous, l'objectif principal, c'est de mettre la situation, de mettre en perspective ces chiffres. Ça, c'est pas en couleur là. Il s'agit de 3 pays, l'Algérie, le Venezuela et le Mozambique. Et bien sûr, nous avons quelques variables ici. Nous n'allons pas analyser ces variables, nous l'avons déjà fait dans d'autres circonstances, mais nous allons les mettre en perspective, c'est-à-dire définir le cadre historique et bien sûr de définir le cadre historique rapidement et le mettre dans la conjoncture que traverse toute l'Afrique du Nord depuis 2010 à peu près. Donc ici nous avons l'indice de développement humain, nous avons ici de GDP growth, la croissance du PIB. Nous avons ici les FDI, the Foreign Direct Investments, les investissements directs étrangers qui sont ici, toujours pour les 3 pays. Vous avez vu, nous les avons un petit peu griffonnés. Et vous avez bien sûr la question centrale, l'ASDI, nous l'avons vu, et nous avons ici bien sûr, la population de la croissance. La population de la croissance que nous avons, bien sûr, ce sont des graphiques que nous avons tirés des chiffres de la Banque mondiale d'hier dimanche et d'avant-hier samedi. Mais avant d'aller ici, nous allons essayer de récapituler un petit peu ce qui a été dit et n'a pas été dit. Nous avons évité de parler de certains aspects extrêmement complexes. Et à l'époque, en 2014, 2016, les informations n'étaient pas suffisamment claires de la part du gouvernement algérien. Donc, nous ne pouvions pas affirmer, nous ne pouvions pas faire des déductions, des inférences. Donc nous avons émis des hypothèses. Pour la majorité d'entre elles, elles se sont réalisées. Certaines hypothèses se sont réalisées. Vous allez voir que l'esprit de Hussein est présent. Il est présent quand nous parlerons ceux qui se sont intéressés aux interventions de Hussein, que ce soit en 92, en 1955,
55, 56, même 56 durant son séjour en prison, 92, 2001 avec les événements de la tragédie algérienne vécue essentiellement en Kabylie, avec l'élection présidentielle de 99, bien sûr le processus électoral de 92. Vous allez voir quelque part son esprit, mais qu'il repose en paix, lui, qu'il repose en paix, ceux qui ont aimé l'Algérie reposent en paix, bon, pour les autres, Dieu s'en occupera. Donc, nous allons essayer d'expliquer que ce qui se passe actuellement en Algérie est entremêlé. La crainte d'un avenir sombre est là. C'est quasi obsessionnel chez nous. L'effusion du sang algérien, un conflit au sud, un conflit au sud, la question de la majorité, elles sont centrales chez nous. Elles sont centrales. Donc, nous allons agir pour éviter la réalisation de mauvaises conséquences et la réalisation des bonnes conséquences. Les bonnes conséquences, c'est la majorité de l'Algérie. Rapidement, l'Algérie est victime d'un conflit hybride. Donc ça, c'est une première conclusion. C'est une première conclusion qui s'est avérée. Donc l'Algérie est au centre d'un conflit hybride interne internationalisé. Donc ça, nous n'allons pas revenir dessus. Cette fois-ci, exceptionnellement, bien sûr, après avoir fait des analyses normatives, nous allons faire des analyses positives. Donc, nous allons accélérer un petit peu parce qu'il y a la contrainte temps ici. Bon, nous allons citer des noms. L'histoire de l'Algérie est victime de la non-écriture, du silence, mais exceptionnellement, nous allons citer quelques noms en rapport avec tout ce qui se passe en Algérie. Bien sûr, ce sont des échanges que nous avons eus avec certaines personnes. Nous allons recadrer certaines de nos affirmations. Nous avons suggéré la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue. C'est une suggestion. Sans plus. L'Algérie, les Algériens et les Algériennes doivent sacraliser absolument tous les actes, tous les documents fondateurs de l'Algérie actuelle. C'est-à-dire, tous les documents de la Révolution, tous les actes majeurs de la Révolution doivent être sacralisés. Donc, de l'accord de la Tafna, de l'émir Abdelkader, jusqu'à la déclaration accords d'Évian, en passant par le rapport de Hussein, de Zedine, le rapport de Zedine, le dossier d'introduction à l'ONU de la question algérienne par Hussein Ahmed, suivi de la lettre de Msali El-Hajj, et d'autres documents, la charte de la Soumam, la déclaration du 1er novembre. Donc, tous ces documents, Qasaman, Minjibali, Tala, Asautul Ahrar, Klami, Soumazir, tous ces documents doivent être sacralisés. Ce sont les religions, ces documents-là constituent des religions pour la révolution algérienne et les révolutions qui se sont inspirées de la révolution algérienne. Donc il faut les sacraliser. Maintenant, nous l'avons écrit à plusieurs reprises, que l'Algérie a besoin d'une nouvelle révolution, que cette révolution, elle doit être pacifique. Donc pour cette révolution, il lui faut un nouvel hymne national bilingue. Il lui faut de nouveaux documents fondateurs de déclaration fondatrice. Voilà, donc,
Maintenant, nous n'allons pas changer d'avis sur notre suggestion de la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue. Nous allons revenir sur cette question. Ça, c'est pour les documents de la révolution algérienne et les futurs documents. Donc, c'est quasiment un déluge qui s'abat sur l'Algérie. Récemment, donc, depuis 1960, à peu près, 60, début 61, depuis la nomination, l'installation d'Abdelrahman Fares à la tête du premier exécutif algérien à Boumerdès, Rocher Noir, à ce jour, aucune installation d'un dirigeant de l'État algérien ne s'est faite pacifiquement, normalement, à la régulière. Aucun. 62, 63, 65 coups d'État, 80 c'est la transition Boumediene Chadli Ben Jdid, 89 la démission de Chadli Ben Jdid, 90, 91 nous allons dire deux mots sur 90, 91 et le coup d'État tel que appelé par Hussein, l'arrêt du processus électoral, Mohamed Boudiaf et après Mohamed Boudiaf son assassinat en direct à la télévision. Ensuite nous sommes rentrés dans un tunnel qui n'est pas terminé à ce jour. Les effets de ce tunnel ne sont pas absorbés à ce jour. Ensuite, 99 avec l'élection de l'actuel président de la République. Ensuite, il n'y a pas eu d'élection, il y a eu des constitutions bricolées. Bien sûr, nous allons coller à des événements économiques. Depuis 1980 à ce jour, tous les changements liés à la direction de l'Algérie, c'est-à-dire au niveau chef d'État, tous ces changements, absolument tous, sont liés à des programmes d'ajustement structurel et à des programmes structurels du FMI, c'est-à-dire la stabilisation, et un programme de réforme, notre programme d'ajustement dirigé par la Banque mondiale, celui qui est plus connu, c'est le consensus de Washington. Absolument tous, depuis 1980. Ça a commencé par TINA, there is no alternative, avec Chadli Ben Jdid. Tout ça, l'Algérie a été au devant là, au devant de l'Amal wa Sarama pour le travail et la rigueur pour garantir l'avenir. Donc ça, c'est l'introduction du mercantilisme et de l'ultracapitalisme, comme nous utilisons l'ultralibéralisme. Ça, c'est pour fixer la direction de l'État algérien par rapport aux ajustements structurels. Tout le FMI est réputé être dirigé par des Européens et essentiellement des Français, mis à part un petit intermède là qui n'a pas duré très longtemps. L'autre événement qui est lié à l'Algérie. Actuellement en Algérie, je suis venu en Algérie bien sûr, je suis algérien, même si je suis à la citoyenneté canadienne. Depuis 1990 à peu près, le niveau de vulgarité et de grossièreté a explosé en Algérie, et certainement le comportement politique, l'action politique et le comportement de certains agents politiques ou économiques, ils sont pour quelque chose. Nous-mêmes, nous avons essayé, nous avons utilisé tous les moyens relativement universitaires, très plats dans nos textes, dans nos papiers publiés par le Centre de recherche sur la mondialisation essentiellement, ou bien par le quotidien d'Algérie, à une certaine époque. Suite, les messages, les codes que nous recevons étaient plats. Nous avons été dans l'obligation d'utiliser des mots plutôt grossiers, pas vulgaires, jamais. Nous avons dit que la Constitution est bâtarde, et nous le répétons, nous défions les députés, le président de la République, la présidence de la République, les services de renseignement en Algérie, de révéler qui sont les rédacteurs de la Constitution. Nous avons qualifié la loi sur la santé de fasciste et d'eugéniste.
nous avons qualifié la politique monétaire en Algérie de criminelle et nous le maintenons. Maintenant, il ne nous reste qu'à utiliser, écrire, tenter l'impossible pour réécrire un papier avec zut, bas, quelque part, si c'est possible. Ça, c'est pour le niveau de grossièreté et de vulgarité. Nous le disons, nous suivons un petit peu les médias. Monsieur Benjamin Stora, nous vous demandons humblement de ne plus parler des relations algéro-françaises. L'Algérie, même si nous sommes en 2019, les Algériens doivent se considérer en 2030. Ils doivent préparer l'Algérie de 2030 et après, pas celle de 2020 ou 2021. Ce Benjamin Stora, s'il vous plaît, arrêtez de parler des relations algéro-françaises parce que c'est une guerre entre la France et les États-Unis autour de l'Algérie, plus d'autres puissances bien sûr. S'il vous plaît, arrêtez de parler dans les médias français ou algériens éventuellement de la relation entre nos deux pays. Vous dites des conneries. C'est aujourd'hui que j'ai découvert une intervention de Monsieur Pascal Boniface, l'Iris, quelque chose comme ça là. Monsieur Pascal Boniface, même chose pour vous. Ayez l'amabilité de ne plus parler des relations algéro-françaises. La dernière intervention que j'ai écoutée, c'était il y a 2-3 heures avant, c'est de la connerie, c'est de la pure connerie. Nous ne sommes pas en 1930 ou en 1940, nous sommes en 2020, 2019-2020, et c'est 2030, 2040 qui nous attendent. Alors, nous avons eu des échanges après le démarrage des manifestations en Algérie. Nous allons parler de certains échanges que nous avons eus. Nous allons rappeler des petits événements historiques comme ça qui peuvent paraître anodins. Parce que pour après, nous allons utiliser ça, nous allons utiliser un papier Legend, Canada's Final 100 Days. Il y a un papier ici, banal. Il y a un papier banal que nous allons utiliser. Nous allons utiliser juste un mot. Nous allons utiliser, il est là. Nous allons utiliser juste un mot. Hein. Nous allons utiliser une phrase, ça. Le petit chapeau là, nous allons l'utiliser. Donc nous disons, nous avons échangé. Nous avons échangé. Le premier change très sec. Djamel Zenati, nous nous connaissons, donc je peux te tutoyer et tu peux me tutoyer. Notre échange a été bref. Je te demande, toi qui as milité pour ta mesure 1980, etc., de nous dire publiquement quelle est ta position sur la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue. Ça, c'est la première. Deuxièmement, après notre échange, j'ai vu dans la presse là, que ta position a bougé des millimètres en positif. Je te le dis, tu peux révéler l'échange que nous avons eu. Wallahi al-Azim, tu as ma parole d'homme que je ne réagirai pas avant 6 mois. Et je ne réagirai que s'il y a des erreurs, etc. Parce que nous gardons la trace de communication que nous avons eue, que nous faisons. Donc, quelle est ta position sur la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue? Aussi simple que ça. Maintenant, et je te le dis, tu seras responsable autant que les autres de toute effusion de sang en Algérie, en particulier dans la vallée de la Soumam, en particulier dans la région d'Ifri. Voilà. Monsieur Anwar Haddam, avec vous, je suis
nous a malaise, parce qu'une partie de l'échange a été publique, c'est-à-dire notre échange est visible sur Facebook. Les gens, du moins nos compatriotes, n'ont qu'à fouiller sur mon mur Facebook, ils trouveront l'échange que nous avons eu. Ce sont vos commentaires qui sont là-bas. Mais en arrière-plan, dans la partie privée, nous allons dire que notre échange, même s'il a été très respectueux, très correct, il s'est terminé en queue de poisson. L'enjeu, c'était Saint-Egidio, Saint-Egidio et la trahison qu'a subi Hussein Ahmed. Ensuite, je vous informe, je vous rappelle que vous étiez d'accord sur l'idée de discuter la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue. Ça, c'est pour M. Anwar Haddam. Anwar Haddam, l'autre, c'est Amin Zawi. Monsieur Amin Zawi, nous avons eu un échange privé, très correct. Mais vous avez pris un engagement. Nous n'allons pas révéler la nature de l'engagement que vous avez pris avec nous, toujours autour de la question de la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue. Monsieur Amin Zawi, il est temps d'y aller un petit peu là. Il faut secouer le cocotier, secouer le cocotier de l'Algérie. Il faut secouer pour que de nouvelles graines tombent et pour qu'elles germent, parce que ça c'est pour l'avenir. Monsieur Yasmina Khadra, notre échange a été houleux. Il a été houleux. Il a tourné autour de la question de la majorité de l'Algérie et de sa dotation d'un hymne national bilingue. Les yeux dans les yeux et publiquement. Il y a une phrase probablement, je dis bien, disons bien probablement, sur laquelle nous allons nous excuser. Probablement, parce que pour nous, il n'y a rien de méchant. Vous avez suffisamment alimenté les médias français. Nous avons été membres lecteurs d'une grande maison d'édition canadienne. Donc, pour traduire un auteur en 29 langues, en 100 langues, nous connaissons les modèles économiques canadiens. Qu'est-ce qu'il y a comme business derrière la traduction en 50 langues? Pour nous, les seuls livres, du moins pas les seuls livres, les livres actuellement qui méritent d'être traduits dans 200 langues, c'est Pays d'Okamal, c'est La Grotte ensanglantée, et un troisième livre, j'ai oublié son titre là, nous avons oublié son titre, c'est Rendez-vous, quelque chose comme ça là, et nous avons oublié. Bon, nous allons passer maintenant au reste. Nous n'avons pas de leçons à recevoir en termes d'opposition, etc. Donc, maintenant, ça sera un peu sec. La présidence de la République a fait un communiqué ou a annoncé qu'il y aura des prochaines élections, d'autres élections présidentielles seront organisées après l'élection prévue pour le 19 avril. Une très bonne information à prendre. Elle est à prendre. Maintenant, nous avons dans le discours, dans les interventions de Hussein, vous allez entendre le mot garantie. Pour nous, les garanties, c'est plus de la sélection adverse, de l'aléa moral et de games of theory. Théorie des jeux. Première garantie, la date de la prochaine élection présidentielle, quand est-ce qu'elle aura lieu? Ils vont le dire, est-ce que c'est dans 2 ans, dans 3 ans, est-ce que c'est une semaine après? La date, pour que les Algériens se préparent. Deuxième élément, formation, immédiatement, le gouverneur de la Banque d'Algérie, parce que c'est lui qui va faire exploser l'Algérie,
avec votre consentement, parce que vous êtes sous pression, le gouverneur de la Banque d'Algérie et le ministre des Finances doivent être dépouillés de toute attribution. Et ils doivent demeurer en fonction, parce que l'État doit rester debout. Mais ils doivent être dépouillés de tout pouvoir de décision. Nous répétons bien, le gouverneur de la Banque d'Algérie et l'actuel ministre des Finances doivent être bloqués. Qu'est-ce que nous gagnerons? L'Algérie évitera la crise vénézuélienne, évitera la situation du du Zimbabwe, pardon. L'État sera debout. Les compatriotes algériens, pour s'offrir un autre instrument de garantie, il doit, pour nous, il n'y a pas d'argument d'autorité, il n'y a pas de pensée magique, il n'y a pas de pensée unique. Ils doivent immédiatement demander la dissolution des députés, parce que ce sont eux qui ont voté toutes les lois et nous allons revenir sur une loi dégueulasse qui ont conduit à la ruine de l'Algérie. Doivent non pas agir pour le maintien de la paix. Ça, pour le maintien de la paix, c'est une autre histoire avec que nous avons sollicité. Ils doivent contenir toute la violence qui viendra après. La contenir non pas par de la violence, par de la sensibilisation, par de l'explication, par des appels à la paix. Général candidat, dans cette vidéo que j'ai découverte hier, à lire dire au journal Al-Wasat au lendemain des manifestations du 24 février 2019. Hier, en travaillant, en préparant des chiffres, en préparant ces chiffres et essayer de mettre un peu d'ordre là, de ce qui se passe, je découvre par hasard, vous avez parlé de la mazirité, de l'islam, de Tamazirt, vous avez sauté rapidement de Tamazirt à la mazirité, ensuite c'était un terrain dangereux pour vous, vous êtes revenu sur de la mazirité vers Tamazirt, ensuite un amalgame avec l'islam, l'amalgame, ensuite vous avez parlé de la région à laquelle appartient l'Algérie, vous avez eu un lapsus révélateur. Il s'agit de MENA. MENA, c'est de Middle East and North Africa. C'est Middle East and l'Afrique du Nord, là. Moyen-Orient et Afrique du Nord. L'Algérie, effectivement, dans les institutions internationales, l'Algérie appartient à la région MENA, Middle East and North Africa. Donc, mais le problème, vous avez dit que cette appellation, vous avez eu, c'est un lapsus, hein, donc on n'est pas, nous n'allons pas nous arrêter à ce lapsus. Vous avez dit le Pentagone. Le Pentagone, c'est le ministère de la Défense des États-Unis. Pour le compatriote algérien, MENA est une classification qui est définie de concert par les organisations internationales en rapport avec la coopération internationale, le développement international, etc., comme l'UFMI, la Banque mondiale, l'OCDE, plus la l'UNCC, plus certains, le secrétaire général de l'ONU, sont eux qui coordonnent les appellations officielles pour éviter. Question d'efficacité, banale, basique, bon, codification informatique par exemple. Et bien sûr, il y a toute une idéologie derrière là. Bon, ce n'est pas le moment de traiter de l'idéologie qui est derrière les dénominations internationales. Ça, c'est l'avantage que nous tirons quand on a étudié un petit peu, si on étudie un petit peu la coopération internationale dans les universités nord-américaines. Ça, c'est pour le général candidat. Nous vous souhaitons succès, victoire à la prochaine présidentielle. Nous vous souhaitons. Ça, c'est de notre pays, on ne doit pas demeurer bloqué. Du moins, on ne doit pas aller dans l'impasse. Le blocage, il faut qu'elle bloque. C'est ce qu'on appelle la détérioration des options pour l'amélioration des résultats. Voilà en termes clairs. Donc, mais nous ne confondons pas les mots espoir et souhait. Nous vous souhaitons victoire. Pour l'espoir, les Algériens vont le constater d'eux-mêmes.
Donc, les élections présidentielles en Algérie du 19 avril doivent avoir lieu, quitte à ce qu'elles aient lieu avec la moitié d'un candidat, avec un quart de candidat. Elles doivent. Ce sera la preuve que les Algériens maîtrisent leur situation, comprennent les enjeux d'avenir. Les Algériens doivent voter. Ça, c'est pour donner, premièrement, c'est une assurance pour eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'entendre sur un enjeu central, et c'est pour contrer les menaces de l'étranger. Les menaces de l'étranger. Hop, les Algériens, oui, ils sont manifestés contre un candidat, etc., pour son retrait, mais là, à ce moment-là, c'est dangereux. Ils ont compris que les élections législatives, les élections présidentielles doivent avoir lieu. On suppose que l'un des candidats se retire. Peu importe le candidat qui se retire. Qu'allez-vous faire avec l'autre? Ou avec les autres? Aucun candidat n'a de programme économique. L'actuelle décision économique, elles sont dictées par le FMI et la Banque mondiale. Donc le ministre des Finances et le gouverneur de la Banque centrale sont en train de massacrer l'Algérie. Bien sûr, avec le consentement de la présidence de la République. Voilà. Ça, c'est pour, globalement, donc, nous le répétons. L'Assemblée doit être dissoute. Dans une autre occasion, nous pouvons expliquer, nous pourrons expliquer dans les détails, avec des démonstrations plus solides, le pourquoi et pourquoi la dissolution de l'Assemblée, il faut dépouiller le gouverneur et le ministre des Finances de tout pouvoir de décision. Ça, si nous allons jouer la montre, parce que ce qui s'annonce est extraordinairement grave. Nous pourrons changer d'avis sur tout. Il y a des personnes que nous aimons, il y a des personnes que nous respectons, il y a des personnes qui, même si nous ne les connaissons pas, sont plus compétentes, sont plus éclairées que nous, c'est certain. Sur la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue, il est hors de question que nous changions de position. Bien sûr, nous pouvons nous plier à la décision de la majorité. Mais il est hors de question pour nous de changer de position. Sur la dévaluation du dinar, nous étions radicalement contre et nous serons radicalement contre à l'éternité. Sur cette dévaluation du dinar en 2015, M. Ahmed Mesada, auteur de Arabesque américaine. Ahmed, s'il te plaît, si tu me vois, tu corriges et tout ce que tu diras sera pris pour vrai parce que la mémoire est défaillante. Autour d'un café très sympathique à Montréal, nous avons discuté de ton livre, nous l'avons lu, etc. Donc, à un certain moment, il y avait une petite discussion comme ça, très légère, sur la séquence. Est-ce les manifestations, est-ce les soulèvements de ce qui est dit, la connerie des printemps arabes qui va amener les changements économiques, ou bien est-ce les changements économiques qui vont apporter les manifestations? Nous avons soutenu que c'était les changements économiques qui vont appeler les manifestations parce que ça, nous l'avons étudié. Pour toi, je pense que c'était le contraire ou quelque chose comme ça, il y a eu. Maintenant, avec le recul, nous savons que l'instrument du taux de change est l'arme de la soft power utilisée par les Occidentaux pour recoloniser les pays, en particulier de l'Afrique, à moindre coût. On tape sur le taux de change. Ça, nous l'avons abordé, nous l'avons suspecté, mais nous n'avons pas suffisamment d'éléments d'information. Donc voilà sur ça. Donc là, j'ai entamé la discussion, la question du taux de change. Du taux de change est l'instrument des pays manifestations qui se produisent en Algérie, qui se sont produites en 2011. À partir de 2011, Tunisie essentiellement. Donc, actuellement en Algérie,
en Algérie. Il y a des manifestations. Les revendications sont légitimes. Elles sont légitimes. Elles sont naturelles. Elles sont compréhensibles. Mais maintenant, qui a déclenché tout ça? Nous ne savons absolument rien. Mais, nous le disons, en 2006-2007, dans un groupe contre la révision de la Constitution, nous étions 13. Donc, certains quadragénaires, quinquagénaires, sexagénaires que vous voyez là maintenant, à l'époque, ils étaient inconnus là. Hein. Et ils nous évitaient. Aucun journal n'a fait de papier sur ce groupe qui était contre la révision de la Constitution 2007, 2006, 2007, comme ça. Aucun. Et pourtant, il y avait des journalistes dans le groupe. Nous-mêmes, nous signons des papiers pour le quotidien d'Oran. Aucun papier, aucun. Nous avons été attaqués par un leader de parti politique. Nous avons été contactés par un candidat qui apparemment s'est retiré. Hein, et nous avons été contactés par un général en tant qu'élément du groupe. Nous savions ça. Mais ce n'est pas nous. Bon, bref. Pour le site internet de l'ICRC, l'initiative civique contre la révision de la Constitution, c'est nous-mêmes qui l'administrons, c'est nous. Donc, à un certain moment, nous avons été repérés à Alger. Hassib Abouali et Dahiho, c'était les cyber que nous utilisions à l'époque pour une mise à jour. Qu'est-ce qu'on faisait pour éviter? Nous étions attaqués sur le site, ça, nous ne le disions pas à nos camarades. Bon, on le disait rapidement. Là, il est actuellement bloqué parce qu'on subissait à l'époque l'attaque la plus célèbre, c'était DDoS, hein, DDoS, the Denial for Demand of Service. C'était l'attaque que nous recevions. Nous pensons plutôt que nous avons été attaqués par des routines de ping, etc. Un ping en permanence, là, un bombardement par des pings. Les souvenirs sont flous. Qu'est-ce que nous avions fait à l'époque? Nous avons fait un site miroir en Nouvelle-Zélande ou en Australie. Nous l'avons hébergé en Nouvelle-Zélande ou en Australie. Donc, pendant qu'ils nous attaquaient sur le site qui était hébergé en Belgique, ou je ne sais plus, ou aux États-Unis, on ne se souvient plus là. Là, nous travaillons sur le site miroir en Nouvelle-Zélande, Australie, ensuite on rebalancé. Donc, en Algérie, avec toutes ces histoires de Twitter, ils ne fonctionnent pas bien en Algérie, Facebook, etc., etc., vous avez des VPN, the Virtual Private Networks, ce qu'ils sont contrôlés. En Algérie, est-ce qu'il y a des techniques de contrôle là, hein? VPN. Et vous avez des téléphones satellites. Monsieur Rachid Delikaz, nous avons eu un échange très correct. Sur la majorité, vous étiez pour la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue. Nous avons eu un échange il y a longtemps, il y a 3 ans, 4 ans, parce que ça c'est depuis 2014. Hein? 2014. Et nous allons continuer. Nous avons eu un échange extraordinaire. Calme, respectueux, etc. Mais nous vous le disons, il y a une envie là chez nous, là, de vous dire que vous êtes un agent du Mossad. C'est juste une envie, hein. Vous pouvez nous attaquer en diffamation. C'est juste une envie de vous dire que vous êtes un agent du Mossad. Mais est-ce que vous êtes membre de National Endowment for Democracy ou bien du NDI, de National Democratic Institute, Madeleine Albright et George Soros? Ça, c'est une quasi-certitude. Ce qui vous trahit dans votre comportement, le plus. Bon, premièrement, vous n'avez pas de programme économique. Nous avons vu les 10 pages que vous avez balancées, etc. Votre chevauchement, la France, président, candidat pour la France, candidat en Algérie, etc. Votre aisance dans le déplacement, etc. Et votre abus du téléphone. Vous adorez le téléphone. Nous n'allons pas donner notre main à couper, même pas un doigt pour votre téléphone. Nous sommes sûrs et certains qu'il est branché.
qu'il est branché. Bon, ça c'est un téléphone satellite, ça c'est aucun doute. Il n'y a aucun doute, c'est un téléphone satellite. S'il vous plaît, monsieur Nekas, nous n'avons pas plus de droits que vous sur l'Algérie. Et vous n'avez pas plus que nous aussi. Si vous aimez plusieurs pays, nous aimons plusieurs pays. Il n'y a aucun problème. S'il vous plaît, slow down. Allons marquer un petit 5 minutes, fumer et revenir sur l'économique. بليش راني معاكم ونقولها لكم صراحة، شكون هو السيفي اللي قادر يخرج السياسة من كازرنا؟ Bon. Nous allons reprendre, avant d'entamer l'aspect, comment la pénétration par l'aspect économique de la mise sous tutelle de l'Algérie, un élément d'histoire. Le professeur Dahou Djerbal, nous avons eu l'immense privilège de le rencontrer à Montréal. C'était par pur hasard, avec Tahar, le plus intime des intimes. Nous marchions à l'époque en file, un monsieur nous demande un service, une information, nous lui avons donné l'information, nous le regardons comme ça. Dahou Djerbal dit oui. Nous ne connaissions pas bien, nous le connaissions bien à Alger, le professeur Dahou Djerbal, Dahou, Japon. Donc, nous avons dîné ensemble le soir, nous avons dîné ensemble à Montréal. Le motif de la visite, c'était un séminaire sur l'histoire des révolutions. Nous parlons sous l'autorité de Dahou Djerbal pour qu'il corrige. Nous oublions. C'était l'Université du Québec à Montréal qui a organisé un séminaire sur l'histoire des révolutions. Il y avait l'histoire de la révolution algérienne, du Vietnam, et il y a une troisième révolution dont nous ne retenons pas le pays qui l'a conduite. Donc le lendemain, nous avons été invités à assister à ce séminaire. Le lendemain, nous avons assisté un après-midi parce que nous avions d'autres activités, d'autres engagements. Donc, en conférence, il y avait, on va dire, le professeur référence académique. À l'époque, c'était un professeur si nos souvenirs sont bons, c'est de Wisconsin State University. C'était un professeur à l'Université d'État du Wisconsin. Ce qui paraît, c'est une référence d'un très 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 haut niveau. Il y avait des historiens français, il y avait un historien algérien, Dahou Djerbal, et il y avait d'autres. Il y avait des historiens bien sûr canadiens, québécois. Conférence, intervention d'un professeur. Des professeurs français l'ont arrêté ou bien lui ont fait une mise au point sur la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie, ils ont commencé à parler, etc. Rapidement, immédiatement, Dahou Djerbal a intervenu, c'est-à-dire durant même la conférence du professeur, alors que d'un point de vue protocolaire, ça ne se fait pas interrompre un professeur. Donc il a intervenu, nous nous excusons de la trivialité de l'expression, il les a remis à leur place. Parce qu'il y a toujours cette propension des Français à tirer, à trouver, je ne sais pas, des mérites à un colonialisme d'extermination en Algérie. Donc, Dahou Djerbal,
en parlant de ça, c'est un événement historique, c'est-à-dire cette révolution, cet esprit toujours là, très dominateur, très péjorativement dit paternaliste. Ceci étant dit, nous nous sommes adressés à l'actuel président de la République française et à son prédécesseur. Nous avons été assez tranchants, assez clairs sur les problèmes réels entre l'Algérie et la France. La France, c'est un paradis pour la mafia. La France, c'est un paradis pour certains criminels. La France utilise la Cour pénale internationale pour menacer les chefs d'État. La France utilise le franc CFA pour massacrer les pays du Sahel. Alors pour les termes, ça c'est d'État à État. Il est hors de propos de considérer les Français comme étant nos ennemis. L'histoire nous a unis. Maintenant, il y a même des histoires d'amour qui unissent des Algériens et des Françaises, des Algériennes et des Français. Il y a ça. Et ensuite, la France est un pays voisin. Nous devons coopérer ensemble. Mais sauf que les termes de la coopération doivent être chiffrés. Nous avons tous des relations en France. Ce que nous faisons ici, là, nous allions dire que la raison principale est née à Versailles. Quelque part à Versailles. Donc, il y a de question de considérer les Français comme étant nos ennemis. Sauf que nous devons redéfinir la relation de fond en comble. Ça, c'est pour l'histoire de France. Sur la constitution algérienne, c'est probablement un moment, quand nous étions dans ce groupe de 13 personnes, pour nous, même si nous ne sommes plus de ce monde, nous n'allons jamais les oublier. Boudou Khali Bey, connu aussi sous le nom de plume de Mabrouk Hamna. Pour les intimes, c'est plutôt Bab. Bab était un homme sage, posé. C'était un monsieur qui voyait loin. C'était efficace. Mais il avait une prudence. C'est chez lui que nous avons appris à analyser des ensembles et à voir loin. C'est chez lui, c'est Bab. C'est Bab. Donc, Bab, là où tu es, nous sommes convaincus que tu es en paix. L'événement triste. L'attentat qui a coûté la vie, l'assassinat du DGSN, de l'ancien DGSN, quand Bab a annoncé l'information pour RFI, nous étions à côté de lui. L'image, ce n'est pas l'information qui est intéressante, mais l'image que nous gardons de Bab quand il balançait l'information, quand il a été mis en cabine. Il était magistral. Il était magistral. Hein? Il n'y avait pas un mot en plus, il n'y avait pas un mot en moins, il n'y avait rien. C'était probablement en 1 minute 30, 2 minutes maximum. Il avait terminé, il a annoncé l'information. Ensuite, nous le regardions comme ça.
Ah, c'est comme ça que ça travaille, oui. Ben, nous avons repris notre travail ensemble, là, parce qu'à l'époque, il y avait une petite relation de travail qui nous liait. L'autre personne, Beye Gasmi, journaliste, elle avait un DEA en histoire, la mémoire nous trahit, histoire, sociologie, un DEA en histoire d'université parisienne. Beye Gasmi, c'est l'auteur de Moi, Nadia, épouse d'un émir du GIA, son livre personnel, son exemplaire personnel est chez nous. Beye Gasmi, il était d'une honnêteté, d'une rectitude, mais elle était ferme, intransigeante. Honnêteté intellectuelle, intégrité morale, fidélité en amitié. C'était une dimension exceptionnelle. Mais elle était intransigeante. Intransigeante, Beye Gasmi. Baya, là où tu es, toi aussi. Repose en paix. Nous allons revenir maintenant pour gagner du temps. Là. Pour gagner du temps, nous allons revenir sur ces histoires. Je ne sais pas si c'est visible là. Algérie, le livre de la jarre pour la patrie. C'est nous qui l'avons signé en 2016. Nous avons expliqué, probablement pas dans le détail, certains concepts que nous allons manipuler maintenant. Nous avons expliqué dans le détail. Nous allons reprendre deux exemples simples pour les rendre accessibles à tous nos compatriotes qui verront cette vidéo-là, que nous verrons les rendre accessibles. Quand nous parlons de la dévaluation du dinar, d'un point de vue très simple, très basique, hein. Si chaque Algérien a $1 de dette internationale, si le dollar en 2000 par exemple valait 100 dinars et en 2020 il va valoir 300 dinars par exemple, parce qu'il y a une inflation qui s'annonce si on ne la bloque pas, ça veut dire qu'il doit travailler 3 fois plus en production exportable sans rien consommer pour pouvoir payer sa dette. Si $1 vaut 100 dinars en 2010 et il va valoir 300 dinars en 2020. Voilà. Il doit travailler. Il doit travailler 3 fois plus en production exportable sans rien consommer pour lui pour pouvoir la payer. Voilà, en termes simples, très simples. Il y a d'autres facteurs à introduire. Un autre exemple maintenant. Ça, c'est probablement monétaire, production, etc. Production monétaire. Vous prenez en Algérie, c'est une culture, excellente culture d'ailleurs pour nous. Les mamans sont des femmes au foyer. Moi, notre maman, c'est une femme au foyer. Elle a élevé 9 enfants vivants. Il y a d'autres femmes. Voilà. Maintenant, arrêtons de parler de nos mamans ou de ma maman ou quoi que ce soit, maman, je t'aime. Prenez une mère au foyer. Elle enfante. Elle met au monde une fille. Elle l'éduque jusqu'à l'âge de 18 ans. Nous allons supposer que cette maman accorde 3 heures de travail pour sa fille par jour. C'est-à-dire la laver, la pincer un petit peu, lui apprendre à faire haroum, à se laver, à s'occuper de son papa, à s'occuper de ses frères et sœurs, à s'occuper de sa scolarité, etc. Donc, nous allons supposer que cette maman, qui n'est pas payée, travaille
3 heures par jour, rien que pour sa fille. Jusqu'à l'âge de 18 ans. Pas 18 ans, c'est l'université, à 21 ans, 22 ans, paf, c'est la France, le Canada, les États-Unis ou l'Angleterre, donc la petite fille là. Donc vous allez multiplier toutes ces 3 heures-là qu'elle a passées par jour pendant 18 ans. Vous allez leur donner un salaire. Par exemple, une maman, 1 heure de salaire pour une maman au foyer, c'est 500 dinars. Vous allez multiplier tout ça. Tout ça, vous allez trouver un nombre de dinars. Vous allez trouver une quantité de dinars. Dans cette quantité de dinars, il y a même pensé là, quand elle la gifle, quand elle fait filfil. Vous allez trouver une quantité de dinars. C'est-à-dire, en 2010, cette fille part à l'étranger. En Angleterre, aux États-Unis, au Canada, peu importe où là. En 2010, vous convertissez ce montant de dinars là en dollars canadiens. Ou en dollars US, plutôt. Dollars US, c'est mieux, américain. En 2020, le dinar algérien, il est dévalué. Vous refaites le même calcul. Vous allez voir combien a perdu cette maman. Combien elle a perdu. Nous disons bien combien elle a perdu. Mais maintenant, grâce, parce que nous allons reprendre ces histoires d'investissement direct à l'étranger, etc., etc., grâce à cette fille qui est à l'étranger, aux États-Unis d'Amérique, elle est à Houston ou quelque part là à Austin, qui gagne des dollars US. Elle va les envoyer, hein. Elle va envoyer à sa maman, maman, tu t'es sacrifié pour moi, tu m'as pensé, tu m'as fait effilfer, tu t'es sacrifié pour moi, voici maintenant, je te redonne tout. Non. Elle peut lui donner $1 million, qui sera l'équivalent de 300 millions de dinars, c'est-à-dire de 30 milliards de centimes. Non, le travail d'une maman, is valueless. N'a pas de valeur. L'unique valeur de ce travail, c'est sa valeur d'existence. Bon. Voilà un petit peu pour le dinar. Bon. Mais ici. Quand nous allons manipuler quelques concepts, on vous demande d'aller voir ce monsieur. Il s'appelle Lee. Gilana. Lee. C'est un docteur en mathématiques qui a été formé à l'Université de Montréal. Vous allez voir le blockchain, parce qu'après nous allons parler de blockchain. Les concepts sont très complexes, mais nous allons aborder uniquement l'aspect monétaire. Et ici, vous avez William Spaniel. Ça, ce sont des cours, William Spaniel, hein, ce sont des cours officiels de l'université américaine. Voilà. Ça, c'est William Spaniel. Donc, et ici, dans cette vidéo que nous avons... Voilà, dans cette vidéo... Donc là maintenant, je n'ai plus besoin de ces vidéos. C'est cette vidéo-là. Au début, bon, nous avouons que nous étions notre ivresse, question d'honnêteté. Notre ivresse nous a fait un comportement un peu décontracté, on va le dire comme ça. Nous allons le dire comme ça. Avec le recul, nous regrettons de ne pas avoir traité ce qu'on appelle
La condition Marshall-Lerner. La condition Marshall-Lerner, c'est la balance des paiements, hein, c'est plus les importations et les exportations. Nous n'avons pas traité, bon, parce que dans les conditions de l'époque, dans les moyens de l'époque, etc., nous n'avons pas fait les calculs pour la condition de Marshall-Lerner. Ensuite, quand nous avons parlé de la dévaluation du dinar, nous avons fait un calcul approximatif, rapide, c'était pour montrer les effets de la dévaluation sur le PIB, etc. Et à un certain moment, vous allez l'entendre, nous avons dit il faut deux conditions soient réunies. Une condition mathématique, ça nous souvenons très bien, et nous avons dit conditions mathématiques pour que les variables aient ces valeurs, etc., etc. Et nous avons utilisé, nous avons dit il faut un ange. Ça, il faut un ange maintenant pour régler le problème économique et les problèmes économiques de l'Algérie. Et à la fin, nous avons parlé de la trappe de liquidité financière. Trappe de liquidité financière. Sur la trappe de liquidité financière, nous n'allons changer absolument rien à ce que nous avons dit. Mais probablement que certains étudiants en économie pourraient voir les équations que nous avons écrites et introduire la condition de Marshall-Lerner et le paradoxe de Siegel. Introduire le paradoxe de Siegel pour la cotation à l'incertain et au certain des monnaies. Hein. Nous allons maintenant faire le lien. Donc le FMI fait des ravages depuis 1980 en Algérie. 1980 à ce jour, sans arrêt. Et nous avons travaillé sur les programmes du YouTube, mais à l'époque, nous ne savions pas. Nous étions une simple agent d'exécution, là. Nous ne savions pas que c'était le programme du FMI de la Banque mondiale. Voici les chiffres que nous avons utilisés. Donc, Banque mondiale de dimanche, hier et samedi. Hein. Voici statistiques de la population algérienne. Je ne sais pas si vous voyez ici. Le Zimbabwe, l'Algérie et le Venezuela. Donc pour le Zimbabwe, la population s'est stabilisée. La croissance de la population s'est stabilisée. Pour celle du Venezuela, elle est en chute libre. Pour celle de l'Algérie, maintenant, je vais dire 3 mots un peu spécifiques à la théorie des populations de la démographie. La population algérienne est en décroissance. Ce sont les chiffres d'hier. Et nous les avons imprimés aujourd'hui. La population algérienne est en décroissance. La voici. Attends. Elle est en décroissance. Et les Français ont fait, quand nous disons que la population algérienne est en décroissance, ceci ne veut pas dire que le nombre d'Algériens diminue. C'est ce qu'on appelle en démographie l'inertie démographique. D'une manière simple, maman a eu 9 enfants. Maman a eu 9 enfants, toute seule. 9. La maman de David Ricardo, 18. La mère de Céline Dion, 15. Donc le cas de notre maman. Maman a eu des enfants. Le frère qui a eu le plus d'enfants, il en a eu 3. C'est-à-dire, maman toute seule, elle a eu 9. Mon frère, on a 3. Ma soeur, on a 2. Mon autre frère, on a 1. Mon autre frère, on a 2. C'est-à-dire, quand on fait la somme de toute la descendance de maman,
elle n'égale pas la somme de la descendance de maman n'égale pas sa progéniture à elle. C'est ce qu'on appelle la décroissance, c'est ce qu'on appelle l'inertie démographique. Les Français nous ont représenté ça à la présidence de la République essentiellement, comme étant une explosion démographique. Donc voici le phénomène, c'est le premier. Bon, nous allons reprendre ça, mais d'une manière très directe. Là. L'indice de développement humain. Venezuela, Algérie, Zimbabwe. Le Zimbabwe il est en chute libre, avec la crise qu'il a vécue. Le Venezuela nous dépasse de très loin. L'Algérie, elle monte un petit peu. Elle nous dépasse, hein. Il a l'effet visuel. Il dépasse de très loin. L'Algérie, elle est à 0,74. L'indice de développement humain de l'Algérie est de 2013-2014. Est-ce que le Venezuela et l'Algérie peuvent dire qu'ils sont plus développés que le Zimbabwe? Oui. Voyons ces chiffres. Mais dans le livre de la JAR pour la patrie, vous allez trouver l'explication, vous allez trouver la démonstration mathématique que cet indice de développement humain est intégralement biaisé parce qu'il contient la variable PIB de GDP, hein, de Gross Domestic Product, le produit intérieur brut. C'est le produit intérieur brut qui le fait monter, qui le fait descendre. Maintenant, ça, c'est de 2009 à 2017. C'est la croissance du PIB, hein, GDP growth. Vous avez le Zimbabwe, c'est une explosion. Les États-Unis d'Amérique et la Chine réunis n'ont pas ce taux de croissance. Vous avez l'Algérie qui est relativement stable, et là il chute, hein, c'est carrément, hein. Et vous avez le Venezuela, sa croissance a été très élevée, supérieure à 5% là. Le Zimbabwe a atteint 20%. Le Venezuela a atteint un pic de 5%. L'Algérie, elle tourne autour de 4,5% là. Messieurs du ministère des Finances et de la Banque centrale, s'il vous plaît, regardez, le cas de Venezuela, il est négatif. La croissance, à partir de 2014, le Venezuela, sa croissance est négative. Qu'est-ce qui a fait avec les indices de développement humain, avec le taux de croissance de la population, avec ce taux de croissance économique? Le Zimbabwe, normalement, devrait être comme la Suisse. Pas. Ça veut dire que la démographie, que l'IDH ne compte pour presque rien. C'est-à-dire la corrélation est très faible. Quand nous disons la corrélation, c'est-à-dire qu'elle est proche de 0. Au lieu de quand c'est 1 ou moins 1, la corrélation est parfaite. Quand c'est proche de 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de... Quand le coefficient de corrélation que vous calculez par des séries statistiques, là, vous faites les moyennes, les écartifs, les égalités, vos divisions, là. Ça, pas de corrélation. Si maintenant, quand nous regardons le PIB, la croissance du Zimbabwe, nous ne sommes pas allés au Zimbabwe, mais nous avons lu sur le Zimbabwe. Et nous avons parlé du Zimbabwe avec l'inflation. C'est quoi ça? Ce sont les investissements directs étrangers qui l'ont gonflé. Et quand les investissements directs étrangers sont venus vers les terres rares, etc., vers l'or du Zimbabwe, ils ont mis le paquet, et ensuite ils se sont retirés. Et il y a eu un effondrement. Mais avant l'effondrement, qu'est-ce qu'ils ont laissé? Ils ont fait exploser l'inflation. Qu'est-ce qui s'est passé au Zimbabwe? Les Américains étaient là. C'est le soft power, dans son excellence.
avec la fameuse inflation du Zimbabwe supérieure à 3 millions, là, 2 800 000 à 3 millions pour cent. 3 millions pour cent, hein. C'est ce qui attend le Venezuela, du moins, le Venezuela est dedans. Et dedans, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Américains? Ils ont dollarisé. La dollarisation de l'économie zimbabwéenne. C'est-à-dire, les Américains ont un pays sans avoir envoyé un soldat. Bien sûr, c'est un peu plus sophistiqué que ça, là. C'est une explication assez simple. Maintenant, le Venezuela. Le Venezuela, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ça fait 5-6 ans depuis l'assassinat du Venezuela a été décidé. Ils ont commencé par le Brésil, ça a été très simple. Une affaire de corruption, un gros montage, une affaire de corruption, Lula, etc., etc. Allez, ils ont bazardé Lula. Quand l'extrême gauche fait le lit de l'extrême droite. Ils ont bazardé Lula, il y a maintenant un nouveau président de l'extrême droite. Donc, le Brésil, il est contenu par la politique, par l'aspect politique. Le Venezuela sera pris par l'aspect monétaire. Donc on peut vous raconter tout ce que vous voulez sur le Venezuela. Une fois l'économie vénézuélienne dollarisée, le Venezuela sera calme. Maintenant, il sera difficile de dollariser et nous ne savons pas si l'économie sera dollarisée. C'est une possibilité. Maintenant, quel est le lien avec l'Algérie? C'est pour cette raison que le ministre des Finances, l'actuel ministre des Finances, doit être relevé de ses fonctions immédiatement, du moins, dépouillé de ses attributions immédiatement, et il doit demeurer en poste. Parce que l'Algérie a besoin d'un État debout. Mais il doit être bloqué. Récemment, il a parlé de la blockchain. De blockchain. Ça, c'est un truc informatique. Premièrement, il y a la sémantique. Voilà. Question de la philosophie des sciences, l'aspect des sciences. Vous n'allez pas introduire la blockchain en Algérie. Parce que pour la simple et unique raison, vous ne pouvez pas la bloquer. Parce que la blockchain est un processus qui se produit sur le réseau Internet. S'il est virtuel, vous ne voyez absolument rien. Vous ne pouvez pas empêcher un Algérien d'aller sur la blockchain, c'est-à-dire acheter du Bitcoin. Le Bitcoin, vous avez les deux noms. Hein. Bitcoin, des fois, il désigne la monnaie. Le Bitcoin, c'est une monnaie virtuelle. Et vous avez le Bitcoin qui est un système monétaire. C'est le même nom. B majuscule, B minuscule. Bon, bref, ça c'est pour le truc. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Simple que ça. Maintenant, nous savons aussi qu'une loi interdisant l'introduction et l'usage des crypto-monnaies en Algérie a été votée par l'Assemblée qui fonctionne sous une constitution bâtarde. Ça, c'est la bêtise qu'ont fait les Algériens. Ils auraient dû voter massivement, mais en blanc, contre tous les députés. Ils ont voté la loi sur la santé, etc. Nous n'allons pas revenir sur ça. Hein. L'Assemblée a voté une loi qui interdit l'introduction des crypto-monnaies. Le ministre des Finances parle de la blockchain. C'est la même chose là. Hein. Sauf qu'ils utilisent des mots différents pour vous induire en erreur. Si vous introduisez la blockchain en Algérie, que vous ne pouvez pas arrêter, pourquoi vous n'allez pas sur l'autorisation des monnaies locales? Nous avons travaillé sur la conception d'une monnaie dans le cadre des impacts économiques des mesures, sous le nom de CODES, plus l'initiative internationale du nom de BRINA. Nous avons publié les équations. Nous avons tremblé la peur de notre vie. C'est grâce à l'un des économistes algériens que nous respectons le plus. C'est Omar Bendera, c'est lui qui nous a poussés. Nous avons conçu une monnaie indexée, ancrée sur l'air et la terre en 2014. Nous avons publié un papier dessus en 2015.
il y a eu une Haïloula ici à Montréal, nous avons été dans l'obligation de saisir au moins une dizaine d'universités. C'est-à-dire, c'est parce que nous n'étions pas au courant. L'université nous a donné le nom de professeur à l'université du New Brunswick, quelque chose comme ça, New Brunswick. Nous avons saisi l'université de Chicoutimi, l'université d'Ottawa, l'université en Colombie-Britannique. Nous les avons saisis. Et nous avons saisi des professeurs à Montréal. Nous avons fait ça sans nous documenter. Bon, nous avons été aidés par des professeurs. Est-ce qu'on peut aller sur cette piste? Oui, mais c'est complexe. Nous sommes y aller. Nous ne disons pas que la monnaie que nous avons conçue est parfaite. Indexée sur l'air et la terre. Que dit-il maintenant? Le Venezuela, dès qu'il est rentré dans la période d'instabilité, ils ont allé, ça nous l'avons dit dans la dernière vidéo, ils sont allés sur quoi? Sur le Bitcoin. Le Venezuela s'est cassé la gueule. C'est-à-dire sur la blockchain. Ensuite, ces économistes ont conçu une monnaie ancrée sur le pétrole. Ils se sont cassés la gueule. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas pris à temps, c'est-à-dire dans un espace serein. Donc immédiatement, l'Algérie doit surévaluer sa monnaie pour jouer la montre et pour montrer qu'elle a repris la souveraineté monétaire. Non. Nous allons supposer que l'Algérie ne pourra pas faire ça. Quand je dis que l'Algérie ne pourra pas faire ça, cela veut dire qu'actuellement, le président de la République et ceux qui l'entourent au niveau de la présidence de la République sont pris en otage. Ce n'est pas parce qu'ils sont pris en otage que nous allons aggraver la situation. Parce qu'en aggravant la situation, c'est des tas de choses, c'est des tas de guerres, etc. Et c'est le style qui sera abandonné. Elle doit surévaluer le dinar immédiatement pour jouer la montre, c'est tout. Jouer la montre, c'est au niveau, ça joue la montre, ça joue, au niveau des États, au niveau des politiques, ça joue sur une année, 2 années, 3 ans, 5 ans. Pour jouer la montre là. Sinon, les Français vont faire de nous une bouchée. Maintenant, quel est le danger maintenant de la blockchain en Algérie? Nous le répétons, vous ne pouvez pas la bloquer. Je suis au Canada. J'ai 10 bitcoins. 10 bitcoins. Actuellement, le bitcoin, la dernière cotation que nous avons vue était à 4300 $ à peu près. 4200 $, 4300 $ le bitcoin. Donc les Algériens qui ont chacun 10 bitcoins, 20 bitcoins ici à Montréal, je sais pas moi, tiens, Vancouver, chez Hamid. Chacun, celui qui a 10 bitcoins, 20 bitcoins, il l'a acheté il y a longtemps là. À 4300 $ le bitcoin, ça va faire 43 000 $. 43 000 $ plus la dévaluation que vous ferez subir en Algérie, 43 000 $, 430 000, 4,3 millions de dinars. Ça veut dire avec 4,3 millions de dinars, il pourra acheter un petit logement à Alger, pas Alger, en Algérie, un petit lopin de terre. C'est ce qui se passe à Haïti. C'est ce qui se passe à Haïti. À Haïti, des Canadiens achètent à 1 000 $. Des fermes complètes. Donc, il faudra jouer la montre. Il faudra surévaluer le dinar immédiatement. Non. Tout ça, nous le répétons autrefois. Les élections présidentielles en Algérie doivent avoir lieu. Il ne s'agit plus maintenant d'appeler à la paix, il s'agit de contrer la violence par la paix. Pourquoi?
parce que des perturbations au nord vont laisser abandonner le sud, et voici. Ça, donc, The Legend Canada's Final. C'est une revue sur l'armée canadienne. Et c'est le dernière chose, là, عندك الكارني عندك. Local Police, nous allons trouver le papier, il est là. Dangerous Mission to Mali Accepted. C'est un papier, c'est une revue de 2018, hein, juillet 2018, c'est relativement récent. Les seuls mots qui nous intéressent ici, nous allons vous les lire. Peacekeepers in the United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali conduct operations to protect civilians and their property southwest of Gao, Mali. Donc la mission de maintien de la paix, peacekeeping, c'est des casques bleus, c'est la mission de maintien de la paix au Mali, au sud de Gao. Gao, c'est le prolongement de Ingenturi, hein. Donc, un attentat au sud, un attentat dans une raffinerie, dans un champ pétrolifère ou gazier, la mission des Nations, des Canadiens de la mission des Nations Unies au Mali, qui vont être évincés pour des raisons de sécurité, de vie. Parce que nous sommes citoyens canadiens, nos compatriotes canadiens ne doivent pas mourir en Afrique. C'est comme ça qu'on raisonne. Et le sud algérien devrait vraiment faire. C'est le ministre des Finances. Vous avez travaillé pour le FMI en République démocratique du Congo. Donc vous pouvez nous corriger. Donc nous avons lu que vous avez travaillé pour le FMI en République démocratique du Congo. Donc nous allons la considérer comme étant une hypothèse, probablement qu'elle est fausse. Donc si elle est fausse, donc nous allons la considérer comme une hypothèse de travail. Ça veut très bien ce qui se passe au Congo, ce qui s'est passé. Ce sont Élections Canada qui ont organisé les élections présidentielles au Canada, au Congo. Élections Canada, c'est un organisme qui s'occupe des élections au Canada. C'est lui. Vous savez très bien que la MONUC, la mission des Nations Unies au Congo, c'est galère, c'est l'enfer. Vous savez aussi que la Chine a pris quasiment toutes les ressources naturelles et les terres rares du Congo et se sont battus à l'OMC avec les États-Unis d'Amérique sur ça. Mais vous savez aussi que le problème du Congo, c'est la partition du Congo. Vous savez, c'est la partition du Congo qui est en jeu. Si vous avez été au Congo, vous n'avez pas besoin d'un dessin. Nos compatriotes algériens qui ne sont pas partis au Congo, il y a au nord-est du Congo une zone qui s'appelle le Nord Kivu. C'est le pivot. Le Nord Kivu. Alors, actuellement, on parle de République Nord Kivu. L'un des échecs des Nations Unies au Congo, c'était dans ce qu'on appelle un processus transitionnel. Processus transitionnel, c'est à une autre occasion, nous parlerons de ça parce que nous avons travaillé sur le contrat de Saint-Égidio, merveilleux contrat qui nous a évité un désastre en Algérie. Merveilleux contrat, mais malheureusement ils l'ont trahi. Il y avait un problème de justice. Quel système de justice fallait-il mettre en œuvre au Congo? S'agit-il d'une justice transitionnelle ou bien d'une justice transitoire? Au niveau des Nations Unies, les mots ont un sens. Bien sûr, il y a d'autres considérations. Au Congo, au Zimbabwe, qu'est-ce qui s'est passé? L'ancien président de la République a été mis dans le shot.
son adjoint, son vice-président, ils l'ont exfiltré au Botswana, si nos souvenirs sont bons. Ils ont chassé le président du Congo. Ils ont ramené son adjoint comme président. C'est-à-dire, le système lui-même n'a pas changé au Congo, au Zimbabwe. L'économie est dollarisée, le système c'est le même, les Zimbabwéens sont actuellement peinards, ils sont peinards et ils ne savent plus avec quelle monnaie travailler, avec le dollar zimbabwéen qui vaut un 3 millième du dollar US, ou bien avec le rand de l'Afrique du Sud, ils ne sont plus là, ils ne sont plus, c'est un pays, et 200 dollars payés, quelque chose comme ça là. Donc, nos chers compatriotes, l'objectif principal, c'est, nous l'affirmons maintenant, c'est la dollarisation de l'économie algérienne et c'est certain. Nous l'affirmons. Maintenant, cette dollarisation n'est pas irréversible parce qu'il suffit que les Algériens se reprennent en main pour que tout ça va s'arrêter. Nous, dans l'analyse que nous avons faite en 2015, d'une manière très décontractée, nous avons dit qu'il fallait aller vers la démonétisation. Nous avons dit que l'Algérie ne pouvait pas aller sur la démonétisation, sachant que la Libye est allée sur la démonétisation et elle a perdu entre 5 et 6 milliards de dollars per sèche. Maintenant, quitte à ce que l'Algérie perde 20 milliards de dollars, les grosses coupures, les 2000 dinars, les 1000 dinars, 2000 dinars, je ne sais pas s'ils existent là, mais les 1000 dinars doivent être démonétisés. Et bien sûr, ça sera extrêmement violent. Parce que la shkara, comme on dit en Algérie, là, la mafia a tellement encerclé l'Algérie qu'il sera très difficile. Mais ce n'est pas parce que sera très difficile qu'il ne faudra pas y aller. Il faudra y aller. Mais pour ça, il faudra que des Algériens acceptent d'être sacrifiés. Lancer l'initiative, fixer la nouvelle date des élections présidentielles, on doit le savoir, geler les attributions du gouverneur de la Banque d'Algérie et du ministre des Finances, lancer l'initiative d'un projet de dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue. Si les Algériens acceptent cette idée, nous sommes prêts à venir. Et ils vont nous exécuter. C'est tout ce que nous pouvons faire pour notre patrie. Et nous allons le faire. Mais nos chers compatriotes d'Algérie, contrez la violence. Maintenant, la paix, nous pensons que vous avez gagné de 2011 jusqu'à 2019 en résistant. Mais là, a priori, la légitimité de vos revendications, de vos demandes, de vos besoins est indiscutable. Mais les vautours qui tournent autour de notre patrie, c'est une aubaine pour eux. Et ils ne vous lâcheront pas. Nous continuerons à travailler pour notre patrie. À tout ce que nous aimons. Nous vous aimons. Voilà. Bye. Je suis Faïsat.